Et si construire sa richesse ne dépendait pas tant de ce que l'on poursuit, mais de ce que l'on parvient à éviter? Alors que la majorité s'obsède à générer des revenus, certaines communautés ont bâti leur patrimoine au fil du temps en évitant des pièges financiers très précis. Des investisseurs légendaires comme Warren Buffett résument cela en une phrase claire. La première règle, c'est de ne pas perdre d'argent. Ils comprennent que protéger le capital est aussi important que le faire fructifier. Pendant des années, j'ai étudié ces comportements et aujourd'hui, je veux te présenter 7 erreurs financières qui, en silence, vident les comptes de personnes bien intentionnées. Il ne s'agit pas de théorie, mais de situations réelles qui ont fait vaciller même ceux qui semblaient tout maîtriser. Le piège numéro 5 est particulièrement insidieux. Il passe souvent inaperçu et pourtant, il met en péril la stabilité financière de ceux qui pensent à leur retraite ou à transmettre un héritage à leurs enfants. Les identifier peut complètement transformer ton avenir économique. Tu n'as pas besoin de formules compliquées, seulement d'attention et de la volonté de remettre en question ce qui semble établi. Commençons par la première menace, invisible mais puissante. Piège numéro 1, l'inflation du style de vie, l'ennemi silencieux de l'épargne. T'est-il déjà arrivé, après avoir obtenu une promotion ou une augmentation de salaire, de trouver soudain raisonnable des choses qui auparavant te semblaient chères? Peut-être une nouvelle voiture, une maison plus grande ou des dîners plus fréquents dans des restaurants plus chers. Il est facile de tomber dans l'idée que tu le mérites, que tu peux enfin t'offrir certains luxes pour lesquels tu as tant travaillé. Et en partie, c'est vrai, tu l'as mérité. Mais il y a un détail que presque personne ne souligne et qui peut devenir un piège très dangereux. Si tu fais évoluer ton niveau de vie au même rythme que tes revenus, ton patrimoine ne grandit pas. Il change simplement de forme. Ce qui était autrefois une récompense ponctuelle devient rapidement une nouvelle norme. Le restaurant spécial devient l'endroit habituel du vendredi soir. Cette voiture de milieu de gamme ne te satisfait plus parce que tu as goûté à quelque chose de mieux. Et ainsi commence une spirale qui ne s'arrête pas. Chaque hausse de revenus s'accompagne d'une hausse des dépenses, et ce qui était un luxe devient un besoin. Cette dynamique porte un nom, l'inflation du style de vie, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ayant de bons salaires n'arrivent pas à épargner ni à atteindre la stabilité financière. Un exemple très parlant pour illustrer comment éviter ce piège est celui de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus performants au monde. Bien qu'il soit milliardaire depuis des décennies, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958, à Omaha, dans le Nebraska. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas s'en offrir une autre, bien sûr qu'il le peut, mais il a délibérément choisi de conserver un mode de vie modeste. Pourquoi ? Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Accumuler de la richesse n'est pas la même chose que l'exhiber. Buffett sait que l'essentiel n'est pas de paraître riche, mais de construire un patrimoine solide qui procure une vraie liberté sur le long terme. Un ancien proverbe dit « Est riche celui qui est satisfait de ce qu'il a ». Au-delà de sa tournure philosophique, cette phrase cache en réalité une stratégie financière très concrète. De nombreuses familles qui ont su conserver leur patrimoine sur plusieurs générations appliquent ce principe, souvent sans le savoir. Elles vivent en dessous de leurs moyens. Et elles le font de manière intentionnelle, non pas par contrainte. Ce n'est pas une austérité subie, mais un mode de vie axé sur la stabilité, la prévoyance et l'indépendance économique. La stratégie est simple. Définis un niveau de vie confortable pour toi et conserve-le même si tes revenus augmentent. Par exemple, si tu vis bien avec 2 000 € par mois et que tu commences à gagner 3 000 €, ne te précipite pas pour dépenser les 1 000 € supplémentaires dans une voiture plus chère ou une maison plus grande. À la place, épargne cette différence et investis-la dans des actifs qui génèrent des revenus, biens immobiliers, fonds d'investissement, plans de retraite, actions, n'importe quel véhicule qui t'approche de la liberté financière et qui, avec le temps, peut réduire ta dépendance vis-à-vis de ton salaire. Même si cela semble être un petit ajustement, l'impact est énorme.
Et ce qui est le plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes à haut revenu ne l'appliquent pas. En effet, on estime que plus de la moitié des foyers gagnant plus de 100 000 $ par an aux États-Unis vivent au jour le jour. Comment est-ce possible? Parce qu'à chaque hausse de revenus, leur niveau de vie augmente également. Ils vivent à la limite, comme s'ils avaient toujours besoin d'un peu plus. Il n'y a jamais de marge pour l'épargne, car chaque euro supplémentaire se transforme automatiquement en dépense. Cette situation ne concerne pas uniquement les hauts revenus. Elle touche également les personnes à revenus moyens qui, dès qu'elles reçoivent une augmentation, augmentent immédiatement leur consommation. Elles passent de cuisiner à commander à domicile 3 fois par semaine. Elles troquent des vêtements fonctionnels contre des marques de luxe. Elles se mettent à voyager plus cher, et ce n'est pas mal de profiter de ce qu'on gagne. Mais le problème survient lorsque ce plaisir devient une habitude, puis une obligation. À ce moment-là, le nouveau niveau de dépense n'est plus une option. Il devient une routine. Et revenir en arrière devient difficile. Une vérité inconfortable est que l'épargne ne survient pas par accident. Elle résulte d'une planification consciente. Si tu ne la mets pas en priorité, l'argent disparaît. Il y aura toujours quelque chose à acheter, une promotion irrésistible, une amélioration que tu mérites. Nous vivons entourés de messages nous incitant à consommer. La publicité ne s'arrête jamais. Elle te vend l'idée que consommer, c'est progresser. Que tu avances si tu as le dernier modèle, si tu changes de voiture tous les 3 ans, si tu renouvelles ta garde-robe chaque saison. Mais en réalité, le vrai progrès, c'est de disposer de sérénité financière, pas de vivre dans le stress de boucler chaque fin de mois. Pour ne pas tomber dans ce piège, il faut changer la façon dont tu perçois tes revenus. Il ne s'agit pas seulement de combien tu gagnes, mais de combien tu arrives à conserver et à faire fructifier. Il existe des personnes qui, avec des revenus modestes, ont construit un coussin financier grâce à leur régularité et leur discipline. Et d'autres qui, bien que gagnant très bien leur vie, vivent angoissés par leurs dettes. Quelle est la différence? Leur attitude face à la dépense et à l'épargne. Un concept utile ici est celui de la richesse invisible. Cela fait référence à tous ces comportements financiers qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui ont un énorme impact sur le long terme. Par exemple, garder ta voiture actuelle si elle fonctionne bien, au lieu de la changer tous les 2 ans. Investir dans ta formation, au lieu de dépenser compulsivement dans des objets à faible valeur durable. Partir en vacances simples mais gratifiantes plutôt que de voyager pour montrer un statut. Automatiser un pourcentage fixe de tes revenus vers l'épargne ou l'investissement et vivre avec le reste. Ces décisions ne font pas le buzz sur les réseaux sociaux. Personne ne se vante d'avoir un fonds d'urgence ou de vivre dans une maison modeste. Et pourtant, ce sont ces choix-là qui te donnent une vraie liberté, qui t'aident à dormir sereinement, qui te protègent en cas d'imprévu et qui t'amènent, pas à pas, vers une vie sans dépendance économique. Un autre pas essentiel est de changer l'ordre dans lequel tu gères ton argent. Beaucoup de gens dépensent d'abord, puis épargnent ce qu'il reste, quand il reste quelque chose. Et le plus souvent, il ne reste rien. En revanche, si tu appliques la règle du « paie-toi d'abord », tu fais l'inverse. Dès que tu reçois ton salaire, tu mets de côté une part pour toi-même, épargne ou investissement, et tu vis avec ce qui reste. C'est une méthode simple pour donner la priorité à ton avenir. Et n'oublie pas, épargner ne sert pas uniquement en cas de coup dur, c'est aussi ce qui te permet de saisir les opportunités. Si le marché chute et que tu as de la trésorerie, tu peux acheter à prix réduit. Si une opportunité d'investissement intéressante se présente, tu peux y participer. Si tu veux changer de travail ou lancer un projet, tu peux le faire sans peur. La liberté de choisir n'a pas de prix et elle se construit petit à petit, avec chaque euro que tu choisis de ne pas dépenser inutilement. Maintenir un niveau de vie stable, même lorsque tes revenus augmentent, a aussi un impact psychologique très positif. Cela réduit ton stress financier. Vivre à la limite engendre une angoisse permanente.
Chaque dépense imprévue devient un problème, chaque baisse de revenus une catastrophe. En revanche, si tu t'habitues à vivre avec moins que ce que tu gagnes, chaque augmentation devient une opportunité, non une nécessité. Et cela procure beaucoup de paix. En définitive, l'inflation du style de vie est un piège aussi courant qu'invisible. Elle se présente comme du progrès, mais cache une dépendance. Elle te fait croire que tu vas mieux, alors qu'en réalité tu perds ta flexibilité. Tu as besoin de plus en plus pour vivre pareil, et à long terme, cela génère une pression énorme. Alors, la prochaine fois que tes revenus augmentent, au lieu de penser immédiatement à comment les dépenser, pose-toi cette question. Quelle part de cet argent puis-je utiliser pour construire mon avenir? Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de vivre dans la privation, mais de vivre intelligemment. Ce n'est pas renoncer, c'est choisir consciemment. Comme le dit un principe simple mais puissant, si tu vivais bien avec moins, tu n'as pas à vivre à la limite avec plus. C'est là tout le secret. Vis en dessous de tes moyens, mais au-dessus de tes inquiétudes. Le vrai luxe ne réside pas dans ce que tu achètes, mais dans ce que tu peux choisir. Piège numéro 2. Dépendre d'une seule source de revenus. Te souviens-tu de cette époque où toute ta sécurité financière reposait uniquement sur un seul salaire? Peut-être le tien ou celui de ton partenaire. Un revenu unique qui supportait tout, le logement, la nourriture, les études, les loisirs, les vacances, les dettes. Toute la structure économique de ta vie reposait sur une seule colonne. Et si cette colonne s'effondre, que se passe-t-il? Cette dépendance, bien que courante, n'est pas seulement un risque, c'est une vulnérabilité structurelle, une menace silencieuse qui, si elle n'est pas détectée à temps, peut ébranler des années de stabilité. Nous vivons à une époque où la stabilité de l'emploi n'est plus ce qu'elle était. Les contrats à durée indéterminée se font rares. Les secteurs économiques se transforment à une vitesse vertigineuse. Et des entreprises qui semblaient invincibles il y a 10 ans n'existent plus aujourd'hui. Voilà pourquoi bâtir ton économie personnelle autour d'une seule source de revenus, c'est comme construire une maison sur la plage. Ça peut sembler solide tant que tout va bien, mais il suffit d'une tempête pour que tout s'écroule. Ce principe n'est pas nouveau. Depuis des temps anciens, diversifier a toujours été considéré comme sage. Il existe même une pratique ancestrale, présente dans de nombreuses cultures, consistant à diviser son argent en 3 parts. Une pour investir, une pour vivre et une pour épargner. Cela peut sembler archaïque, mais cette logique préfigure ce que nous appelons aujourd'hui la diversification financière, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et il ne s'agit pas seulement de diversifier ses investissements, mais aussi ses sources de revenus. Je l'ai appris en observant de nombreuses personnes qui, après des décennies dans la même entreprise, ont tout perdu après un licenciement. Ce n'était pas par imprudence ni par manque d'épargne. Au contraire, certains étaient méticuleux, détenaient des actions de l'entreprise, cotisaient religieusement à un plan de retraite et vivaient modestement. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils concentraient toute leur vie financière au même endroit. Le salaire, les avantages, l'épargne, la retraite, tout dépendait de cette entreprise. Le problème ne se limite pas au licenciement. C'est que lorsque cette source disparaît, tout s'effondre avec elle. Nous l'avons vu en 2008, lorsque de grandes entreprises se sont effondrées. Des milliers d'employés qui se croyaient à l'abri ont vu la valeur de leurs actions chuter, leurs pensions fondre et leurs revenus disparaître du jour au lendemain. Des personnes avec des millions d'actifs se sont retrouvées pratiquement à zéro. Ce n'était ni faute de travail, ni de dépenses excessives. C'était la conséquence de tout miser sur une seule source de revenus. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que cela fait sens pour toi? Si ces situations résonnent en toi, ou si elles te rappellent ce que vivent des proches, il est important de faire une pause et réfléchir. Non pas pour entrer en panique, mais pour prendre conscience. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le corriger. Mais dès que tu l'identifies, tu peux agir. Et non,
La solution n'est pas de démissionner et de lancer 5 entreprises à la fois, ni te transformer du jour au lendemain en investisseur professionnel. Ce qui compte, ce n'est pas la taille des sources de revenus, mais qu'elles ne viennent pas toutes du même endroit. Il suffit de créer des revenus complémentaires, même modestes. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais d'installer de petits flux qui ne dépendent pas de ton employeur principal. Imagine que tu as un emploi stable, tu es heureux, bien payé, avec de bonnes conditions. Super. Mais en plus, tu loues un petit appartement hérité. Et de temps en temps, tu fais quelques missions de conseil à pourboire. Peut-être aussi investis-tu une partie de tes économies dans des fonds indiciels qui te rapportent des dividendes. Aucune de ces activités ne remplace ton salaire principal, mais ensemble, elles constituent un filet de sécurité. Ce filet fait toute la différence en cas de coup dur. Si un jour tu perds ton emploi, tu ne tomberas pas dans le vide. Peut-être ne pourras-tu pas maintenir ton niveau de vie intact, mais tu ne seras pas à terre non plus. Tu disposeras d'un coussin, d'une base, d'une résilience, et cela, dans une période d'incertitude, ça vaut de l'or. De plus, les revenus complémentaires ne servent pas seulement à te protéger. Ils te rapprochent progressivement de la liberté financière. Chaque euro gagné en dehors de ta source principale est un euro qui ne dépend plus de personne, un euro que tu peux orienter vers l'épargne, l'investissement ou la réduction de ta dépendance salariale. C'est une manière d'élargir ta liberté de choix, de gagner en flexibilité plutôt qu'en contrainte. Par où commencer si aujourd'hui tu vis uniquement de ton travail? Pas besoin de bouleverser ta vie en un instant. Tu peux démarrer progressivement. Si tu as une compétence particulière, langue, design, programmation, comptabilité, propose tes services en freelance quelques heures par semaine. Si tu possèdes un bien inoccupé ou une chambre libre, tu peux la louer. Si tu t'intéresses aux finances, commence à investir dans de petits fonds, des actions ou même des plans de retraite privés. Si tu aimes enseigner, donne des cours particuliers, anime des ateliers ou propose des formations en ligne. Si tu as des passions comme la photo, l'écriture ou l'artisanat, monétise-les en vendant tes produits ou services. Le but n'est pas de gagner des milliers dès le début, mais de commencer à créer des sources non dépendantes de ton employeur. Cette indépendance partielle transforme ta façon de penser. Tu deviens plus solide, plus flexible, moins vulnérable aux aléas de l'emploi. Un autre avantage important de diversifier tes revenus est l'apprentissage. Chaque nouvelle source t'oblige à apprendre quelque chose de différent, gérer ton temps, offrir un service, négocier, te promouvoir, investir. C'est une croissance qui dépasse l'aspect financier. Tu deviens une personne plus complète, plus capable, mieux préparée à faire face à tout. Il y a aussi un aspect émotionnel. Avoir des revenus multiples t'apporte de la sérénité. Savoir que tu ne dépends pas d'un seul salaire te permet de vivre au quotidien avec moins d'angoisse. Tu ne vis plus dans la peur constante du « et si je me fais licencier ?» parce que tu sais que tu as d'autres rouages. Cette confiance intérieure est inestimable. Évidemment, tout cela n'est pas simple. Générer des revenus supplémentaires demande effort, temps et organisation. Mais c'est un investissement qui rapporte largement. Et le plus important, c'est totalement accessible à la plupart des gens. Tu n'as pas besoin d'un capital énorme ni d'être un as des affaires. Juste de la persévérance, de la curiosité et l'envie de bâtir quelque chose en plus de ton emploi principal. Il y a une grande différence entre travailler par nécessité et travailler par choix. La première option contraint, la seconde libère. Et cette liberté commence quand tu comprends que ta sécurité financière ne peut pas reposer sur un seul fil. Un fil, ça se rompt. Un filet, lui, te soutient. C'est pourquoi, si aujourd'hui tout dépend d'une seule source, c'est le bon moment pour agir. Pas par peur, mais par responsabilité, anticipation et sagesse. En résumé, le piège de dépendre d'une seule source de revenus est plus courant qu'on ne le croit. Il se présente comme de la stabilité, mais c'est en réalité une faiblesse.
Et la meilleure façon de te protéger est de diversifier pas à pas, avec intelligence et stratégie. Tu n'as pas à tout faire en un jour, mais commence dès aujourd'hui. Rappelle-toi, ce que tu gagnes en plus ne te rapproche pas seulement de ta liberté financière, mais te protège aussi des imprévus. Et dans un monde où la seule constante est le changement, ça fait toute la différence. Piège numéro 3, la dette à taux d'intérêt élevé. T'est-il déjà arrivé d'effectuer le paiement minimum sur ta carte de crédit et de te rendre compte que le solde avait à peine diminué? As-tu eu l'impression que, malgré tes paiements mensuels, la dette restait pratiquement inchangée? Ce n'est pas une erreur du système, ce n'est pas non plus un malentendu, c'est exactement ainsi que ces produits sont conçus, pour que les intérêts jouent contre toi et que le temps joue en faveur du prêteur, pas de l'emprunteur. En théorie, les cartes de crédit sont des outils utiles. Elles permettent de payer en plusieurs fois, d'avoir de la liquidité immédiate et de faire face à des dépenses imprévues. Mais dans la pratique, pour des millions de personnes, elles sont devenues des pièges financiers à long terme, surtout lorsqu'elles sont utilisées sans stratégie claire. Le grand problème n'est pas seulement de les utiliser pour consommer, mais de maintenir des soldes dus pendant des mois, voire des années, en ne payant que le minimum, ce qui génère des intérêts exorbitants. Historiquement, facturer des intérêts excessifs était considéré comme abusif, voire immoral. Au Moyen Âge, de nombreuses religions et cultures condamnaient l'usure, le prêt à intérêts excessifs, comme un acte d'exploitation. Aujourd'hui pourtant, ce qui autrefois était vu comme immoral est devenu banal dans le système financier moderne. Il n'est pas rare de voir des cartes de crédit avec des taux annuels de 20%, 24%, voire plus de 30%, et souvent, les titulaires de ces cartes ne sont même pas pleinement conscients de ce qu'ils paient réellement pour cette commodité de différer les paiements. Prenons un exemple chiffré. Imaginons que tu as une dette de 10 000 € sur ta carte de crédit, avec un taux d'intérêt annuel de 24%. Rien qu'en maintenant cette dette, tu paies 2 400 € par an en intérêt. Cela signifie que, si tu ne réduis pas le capital, en 5 ans, tu auras payé 12 000 € uniquement en intérêt, sans avoir réduit un seul centime de la dette initiale. Oui, tu as bien lu. Tu paierais plus en intérêt que le montant de la dette elle-même. Réfléchis maintenant au coût d'opportunité. Ces mêmes 10 000 €, si tu les avais investis dans un fonds indiciel avec un rendement moyen de 7 à 8% par an, auraient doublé en 5 ans. Autrement dit, tu aurais pu transformer cette somme en un patrimoine de 18 000 à 20 000 €. La différence entre être endetté et être investi n'est pas seulement économique. Elle est aussi psychologique et émotionnelle. Une telle dette ne te prive pas uniquement de ressources, elle t'enlève aussi de la liberté, de l'énergie et de la marge de manœuvre. Et il ne s'agit pas de culpabiliser ni de juger. La réalité, c'est que beaucoup de gens tombent dans ce piège sans s'en rendre compte, car c'est très facile de tomber dedans. Il suffit d'une dépense imprévue, d'un mois avec trop de sorties, d'une urgence familiale ou simplement d'un excès de confiance en l'avenir. Ce qui commence comme une petite dette temporaire devient une boule de neige qui grossit mois après mois avec les intérêts. La dette à taux élevé n'avertit pas, elle s'installe. C'est pourquoi la priorité numéro 1, lorsqu'il s'agit d'assainir ses finances, doit être d'éliminer les dettes à taux d'intérêt élevés, en particulier les cartes de crédit ou les prêts à la consommation rapide. Car ces dettes ne font pas que te coûter de l'argent, elles t'empêchent d'avancer. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Que faire alors? D'abord, arrêtez d'alimenter la dette. Cela signifie ne plus utiliser la carte tant qu'il reste un solde dû. Cela semble évident, mais beaucoup de gens continuent de l'utiliser au quotidien tout en ne payant que le minimum. C'est un cercle vicieux dont on ne sort que par une rupture nette. Il faut casser ce schéma. Si tu paies des intérêts élevés, ton objectif doit être de réduire le capital au plus vite, pas de maintenir un équilibre constant. Ensuite, il existe des outils pour mieux gérer ce type de dette. Par exemple, les cartes de transfert de solde, qui permettent de transférer ta dette vers un autre établissement avec un taux promotionnel très bas,
voire 0% pendant une période limitée, généralement de 6 à 18 mois. Cela te donne un répit sans accumulation d'intérêts, à condition de ne pas utiliser la nouvelle carte pour te réendetter. Autre option, la consolidation de dettes. Certaines coopératives de crédit ou institutions financières proposent des prêts personnels à taux raisonnables, permettant de regrouper plusieurs dettes coûteuses en un seul paiement mensuel, plus accessible. Par exemple, si tu as plusieurs cartes avec des taux de 20 à 25%, tu pourrais contracter un prêt à 8 ou 10% et rembourser toutes ces dettes, ne conservant qu'une seule mensualité avec de meilleures conditions. Mais attention, la consolidation n'a de sens que si elle s'accompagne d'un changement d'habitude. Cela ne sert à rien d'unifier les dettes si, juste après, tu recommences à utiliser les cartes. Il faut que ces stratégies aillent de pair avec une nouvelle discipline financière. Vivre en dessous de ses moyens, éviter les dépenses superflues et surtout, cesser de payer des intérêts élevés qui dévorent ton budget sans rien t'apporter. Parce que chaque euro que tu ne paies pas en intérêt est un euro qui peut recommencer à travailler pour toi. Ce même euro peut aller dans ton fonds d'urgence, ta épargne ou ton investissement mensuel. Il peut devenir du patrimoine au lieu d'être une perte. Rembourser une telle dette n'est pas seulement un soulagement psychologique, c'est une décision financièrement rentable. Et il y a mieux encore. Rembourser une dette coûteuse, c'est un investissement avec rendement garanti. Si tu paies 24% d'intérêts annuels et que tu élimines cette dette, tu obtiens un gain équivalent à 24%. Il n'existe aujourd'hui aucun placement aussi rentable et à si faible risque que celui de cesser de payer des intérêts abusifs. C'est l'une des meilleures décisions financières que tu puisses prendre. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact émotionnel d'une dette. Les dettes génèrent stress, anxiété, perte de contrôle. Elles t'empêchent de prendre des décisions librement. Beaucoup de gens n'entreprennent pas, ne changent pas de travail, n'investissent pas, ne reprennent pas d'études, simplement parce qu'ils ont une corde au cou. Et souvent, cette corde, c'est une dette qu'ils pourraient déjà avoir commencé à rembourser s'ils l'avaient priorisée. Si c'est ton cas, ne te blâme pas, mais ne l'ignore pas non plus. Fais un plan. Calcule exactement combien tu dois, à quel taux et combien tu paies chaque mois. Classe tes dettes par taux d'intérêt, du plus élevé au plus bas, et commence par la plus coûteuse. Cette méthode s'appelle l'avalanche, et c'est une manière très efficace de réduire le coût total de ta dette. Si tu as du mal à rester motivé, tu peux essayer la méthode boule de neige. Tu commences par la plus petite dette et avances progressivement. L'important, ce n'est pas la stratégie parfaite, mais de commencer et de rester constant. En résumé, la dette à taux d'intérêt élevé n'est pas un outil financier, c'est un piège. Un piège qui vole ton présent et sabote ton avenir. Mais c'est aussi l'un des rares pièges dont tu peux sortir avec détermination, stratégie et discipline. Tu n'es pas condamné à vivre avec cette dette. Tu peux la rembourser, t'en libérer, reprendre le contrôle. Chaque pas que tu fais dans cette direction est une victoire. Et chaque euro que tu récupères sur les intérêts est un euro qui revient dans ta poche, prêt à t'aider à avancer. Piège numéro 4. La dépense émotionnelle. Il t'est sûrement déjà arrivé. Tu es chez toi après le dîner, en train de naviguer sur une boutique en ligne sans but précis. Tu ne cherchais rien de particulier, mais soudain, quelque chose attire ton attention. Peut-être un vêtement, un gadget original, un accessoire pour la maison, quelque chose dont tu n'avais pas besoin, mais qui, à cet instant, te procure une petite escalade émotionnelle. Tu cliques, l'ajoutes au panier et l'achètes. Et pendant quelques minutes, tu te sens bien, heureux, presque euphorique. Mais ensuite, cette émotion disparaît. Et quand le colis arrive, tu l'ouvres et tu ne ressens plus la même chose. En réalité, bien souvent, tu finis même par ne pas utiliser l'objet. Mais ce qui a bel et bien changé, et de façon très concrète, c'est ton compte en banque. Ton solde a fondu. Ce type d'achat impulsif, non planifié et motivé davantage par un besoin émotionnel que réel, est l'un des pièges financiers les plus fréquents et difficiles à maîtriser.
Car il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de budget, son origine est émotionnelle. On achète pour se sentir mieux, apaiser son stress, se récompenser, combler un vide, se distraire ou s'affirmer. Et on le fait sans réfléchir, sans filtre. De plus, le système est conçu pour rendre l'achat facile, rapide et dénué de peine. Nous vivons dans une société de consommation immédiate. Les boutiques en ligne ne ferment jamais. Les publicités personnalisées nous suivent partout et les réseaux sociaux exhibent des vies supposément parfaites, remplies d'objets désirables. Dans ce contexte, résister à l'impulsion d'acheter devient presque un acte de résistance. Tout pousse à des décisions hâtives, rapides et émotionnelles. Heureusement, tout n'est pas perdu. Depuis des siècles, certaines cultures ont compris la puissance de la pause consciente. Par exemple, il existe des traditions qui instaurent quotidiennement ou hebdomadairement un jour sans commerce, sans travail, sans transaction, sans dépenses. Ce jour est dédié au repos, à la réflexion, à la reconnexion avec soi-même et les autres. Ce rituel instaure un muscle psychologique précieux, celui de ne pas réagir systématiquement à chaque pulsion. Cette pratique peut être adaptée de manière très simple à notre vie quotidienne. Par exemple, si quelque chose coûte plus de 50 € et n'est pas essentiel, attends 24 heures avant de l'acheter. Si, après ce délai, tu as encore ce besoin, alors achète-le. Mais souvent, le désir initial s'estompe complètement après une nuit de réflexion. Pour des montants plus importants, disons 200 ou 300 €, applique la règle d'une semaine. Laisse l'article dans ton panier, ferme l'écran et reviens-y quelques jours plus tard pour évaluer si cela a toujours du sens. Tu seras étonné de constater combien de décisions d'achat changent radicalement avec le temps. Ces règles ne sont pas de simples exercices d'autodiscipline. Ce sont des outils concrets pour entraîner l'esprit et cultiver l'habitude d'un achat intentionnel, non impulsif. Et à long terme, les résultats sont impressionnants. Car dès que l'on commence à regarder ses comptes, on se rend compte que, imaginons que chaque semaine tu fais un achat non planifié de 35, 50 ou 60 €. À la fin de l'année, plus de 5 000 € auront disparu. 5 000. Et pourquoi ? Pour des objets que tu oublies souvent, que tu perds, donnes ou n'utilises même pas. Et si cet argent avait été investi dans quelque chose de plus significatif ? Avec ce montant, tu aurais pu faire un voyage inoubliable, investir dans ta formation, lancer un portefeuille d'investissement ou rembourser une partie de ta dette. La dépense émotionnelle te vole de véritables opportunités en toute discrétion. Ce n'est pas une erreur financière majeure ou une perte spectaculaire, c'est une fuite constante, discrète et émotionnellement addictive. Curieusement, les achats impulsifs génèrent rarement un bonheur durable. Ils procurent une satisfaction passagère, souvent suivie de culpabilité. Cet habit que tu as acheté sans réfléchir et que tu n'as jamais porté. Ce gadget supposé essentiel qui a fini au fond d'un tiroir. Cet abonnement dont tu ignorais l'existence. Et tout cela laisse un vide émotionnel et un solde négatif. C'est pourquoi la solution ne réside pas dans une frugalité extrême ni dans une culpabilisation permanente chaque fois qu'on achète quelque chose qui plaît. Il ne s'agit pas non plus de suivre un ascétisme à la manque niveau financier. La clé est de développer une version moderne de la pause consciente, une stratégie personnelle pour se décoller du désir et repenser la décision. Applique la règle des 24 heures. N'achète pas sur un coup de tête. Ajoute l'article dans le panier. Ferme la page, dors dessus. Si le lendemain, cela a encore du sens, alors ok. Mais tu verras que bien souvent, ce qui semblait urgent devient soudain inutile. Pour des achats plus onéreux, mets en pratique la règle d'une semaine. Si au bout de 7 jours, le désir persiste et correspond à tes objectifs et tes valeurs, alors vas-y. Mais le plus souvent, tu construiras avec toi la certitude que tu n'en avais pas besoin, que ce n'était pas aussi utile que tu le croyais. Un principe fondamental distingue ceux qui bâtissent durablement leur patrimoine de ceux qui ne le font pas, l'intention derrière chaque dépense.
Les personnes les plus riches ne sont pas celles qui gagnent le plus, mais celles qui décident consciemment de chaque achat. Elles ne cèdent pas à chaque promo, à chaque pulsion. Elles ont des habitudes, des règles, des limites claires. Ce n'est pas une question de ne jamais dépenser, mais de dépenser avec direction. Chaque euro doit avoir un sens, un but. Si tu passes du mode « je dépense par émotion » à « j'achète avec intention », ton pouvoir financier se transforme radicalement. Tu n'achètes plus pour te sentir bien quelques minutes. Tu choisis en accord avec tes priorités profondes. Et cela change tout. Ta relation à l'argent se fait moins réactive, plus réfléchie, plus stratégique. Tu achètes ce que tu veux, mais tu sais aussi dire non sans regret. Tu choisis avec sérénité. Et cette maîtrise est l'un des plus grands plaisirs financiers qui existent. Alors, je te pose une question. Quel piège financier parmi ceux que nous avons vus t'a le plus touché? La dépense émotionnelle? La dette à intérêts élevés? La dépendance à une seule source de revenus? L'inflation du style de vie? Je t'invite à partager ton expérience, car souvent, raconter ce qu'on a traversé aide les autres qui vivent la même chose. Si tu as trouvé une stratégie qui a fonctionné, une règle, un rituel, un changement, partage-la aussi. Nous apprenons énormément les uns des autres et l'éducation financière se renforce quand elle est collective. En résumé, la dépense émotionnelle est un piège réel, profond et silencieux. Ce n'est pas une affaire de chiffres ou de revenus, mais de non-gestion des émotions, de réflexes automatiques, de réactions impulsives. Mais c'est aussi un piège duquel on peut sortir, et cela sans recherche de perfection. Un peu de conscience suffit. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion d'acquérir quelque chose de non essentiel, prends une pause. Offre-toi 24 heures. Et si le montant est plus élevé, octroie-toi une semaine. Pas comme punition, mais comme protection, comme entraînement, comme signe que tu décides, pas ton impulsion. Parce qu'au final, le véritable pouvoir financier ne se trouve pas dans l'argent que tu gagnes, mais dans la manière dont tu l'utilises. Et lorsque tes décisions sont alignées avec ce qui te tient vraiment à cœur, le résultat dépasse l'épargne. C'est la paix, le sens et la croissance. Piège numéro 5. Rester seul sur le chemin financier. T'est-il déjà arrivé de ressentir que tout le poids économique de ta vie reposait uniquement sur tes épaules? Que chaque décision importante, chaque imprévu, chaque mouvement financier, tu devais l'affronter seul, sans filet de sécurité, sans personne avec qui confronter une idée ou partager une inquiétude. Ce sentiment d'isolement, plus courant qu'on ne le pense, n'est pas seulement épuisant sur le plan émotionnel, c'est aussi un risque financier majeur. Car, aussi autonome ou compétent que tu sois, personne n'est prêt à affronter seul tous les scénarios que la vie économique moderne peut présenter. L'isolement, lorsqu'il devient structurel, t'expose à des erreurs évitables, des décisions précipitées, des opportunités ratées et surtout à une lourde charge mentale. Vouloir tout gérer sans aide peut devenir un fardeau silencieux qui, peu à peu, t'éloigne de tes objectifs et te plonge dans une bulle de doute. Ce phénomène touche toutes les tranches d'âge et tous les niveaux socio-économiques. Je connais de nombreux professionnels brillants, avec des décennies d'expérience et un parcours financier solide, qui pourtant demeurent en proie à une insécurité persistante. Des personnes de 50 ou 60 ans qui ont épargné, investi, fondé une famille et géré leur carrière avec brio, mais qui ressentent toujours qu'ils n'ont personne avec qui parler en toute franchise de sujets clés. Quoi faire de leur plan de retraite? Si vendre un bien est judicieux? Comment gérer un héritage? Ou s'ils devraient soutenir financièrement leurs enfants adultes? Et ce n'est pas faute d'avoir des gens autour. C'est l'absence de quelqu'un avec qui parler d'argent sans barrière ni tabou. Ce silence, cette solitude, puise dans des racines culturelles profondes. Dans de nombreuses sociétés, parler d'argent ouvertement est mal vu. On mélange pudeur, peur du jugement, désir de paraître, peur de montrer sa fragilité. À force, on finit par prendre des décisions importantes, seul, sans échange, sans questionner, sans partager. Et cela engendre un coût émotionnel et économique très élevé. Pourtant,
cela n'a pas à se passer ainsi. D'autres modèles, efficaces et anciens, existent. Ils ont été pratiqués depuis des siècles dans diverses communautés. Dans certains contextes culturels, l'entraide n'est pas une exception, mais une norme. Les familles partagent non seulement des ressources, mais aussi des savoirs, des contacts, des stratégies, un soutien moral. Elles s'aident pour entreprendre, se mettent en relation avec des mentors, s'orientent mutuellement lors de moments critiques. Cette approche coopérative est à la fois chaleureuse, humaine et remarquablement efficace. Car dans le monde financier comme dans d'autres domaines, on prend de meilleures décisions lorsqu'on est bien entouré. Cela ne signifie pas qu'il faille intégrer des cercles élitistes ou faire du réseau de manière artificielle. Tu n'as pas besoin d'une grande nébuleuse pour ne plus être seul. L'essentiel est de te reconnecter volontairement, de poser des actes simples pour créer ton soutien financier, aussi modeste soit-il, mais qui te permettent de parler sans crainte, partager tes préoccupations et recevoir des conseils. Tu peux commencer par une action simple, rejoindre un groupe où l'on parle d'argent avec franchise. Aujourd'hui, il existe des communautés en ligne, des forums spécialisés, des clubs d'investissement, des ateliers et des conférences où l'on aborde les questions financières directement et sans tabou. Tu peux aussi identifier des collègues dans une situation similaire à la tienne, des personnes qui font face aux mêmes décisions, comprennent ton contexte, avec qui tu peux échanger. Et parfois, une seule personne de 10 ans, ton aîné, peut changer la donne. Un ami, un membre de la famille, un mentor professionnel, quelqu'un qui a déjà vécu ce que toi tu commences à traverser. Cette personne peut apporter clarité, information, conseils pratiques, voire apaisement. Parce que souvent, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas une solution miracle, mais la certitude qu'on n'est pas seul dans ces interrogations. Quand tu établis ce type de connexion, tu constates rapidement une différence notable. Tu n'es plus seul face à tout, tu n'as plus à tout réinventer. Tu peux confronter tes idées, apprendre des erreurs des autres, éviter des décisions hâtives et surtout prendre tes décisions à partir d'un lieu plus solide, mieux informé et moins anxieux. Cela ne veut pas dire que tu dois suivre aveuglément chaque opinion, ni que les autres en savent forcément plus que toi. L'idée est simplement d'élargir ton point de vue, écouter, poser des questions, obtenir du retour. Car l'intelligence financière collective surpasse toujours l'individuel, surtout dans des contextes complexes ou incertains. Et partager tes préoccupations te pousse aussi à structurer ta pensée, à justifier tes décisions, à formuler tes objectifs. Le simple fait d'expliquer ta situation à quelqu'un rend généralement les choses plus claires. Beaucoup de réponses surgissent quand on verbalise, que l'on confronte ses idées. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi devenir un guide pour les autres, partager ton expérience, tes erreurs, tes apprentissages. Parce que le savoir financier, une fois partagé, se multiplie. Cela crée un cercle vertueux où chacun s'élève. Ce qui t'a aidé peut en aider d'autres. Et ce que d'autres ont découvert peut être la clé de ta prochaine étape. Un proverbe africain résume cela magnifiquement. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, allons ensemble. Et dans le domaine financier, c'est profondément vrai. Les décisions prises dans la précipitation ou l'isolement peuvent sembler efficaces, mais seules les décisions mûries dans la durée sont réellement solides. Bien sûr, cela ne veut pas dire dévoiler tous les détails de tes finances à tout le monde. La prudence et la discrétion sont essentielles. Mais cela signifie que tu peux identifier ces quelques personnes avec qui parler sans masque, sans honte, sans peur du jugement. Et pas à pas, bâtir une communauté financière sincère, utile et bienveillante. Tu n'as pas besoin d'un vaste réseau, mais de quelques connexions significatives. Un groupe restreint mais engagé. Des personnes qui te comprennent, qui te challengent, t'inspirent et te soutiennent dans les moments clés. Car en fin de compte, la vie financière ne devrait pas se vivre en solitaire. La posture du « je me débrouille tout seul » peut paraître séduisante sur le papier, mais dans la pratique, elle nous rend plus vulnérables. Les meilleures stratégies naissent de l'échange d'idées, d'expériences et de savoir. Alors,
Si jusqu'ici tu étais habitué à tout assumer seul, peut-être est-il temps de changer d'approche. Non pas parce que tu as mal agi, mais parce qu'il existe une façon meilleure, plus solidaire, plus connectée, plus humaine, et même si tu entoures de personnes qui te soutiennent, inspirent et aident à prendre de meilleures décisions, il reste une trapèze encore plus dangereuse. Une qui ne concerne pas ce que tu fais, mais ce que tu refuses d'affronter. Piège numéro 6. Ignorer l'éducation financière. Il arrive un moment dans la vie où apprendre sur l'argent devient inconfortable. Un point où tu ressens que tu devrais déjà tout savoir, qu'il est trop tard pour commencer à poser des questions, que reconnaître que tu ne comprends pas comment fonctionnent les investissements, les fonds, les retraites ou les impôts pourrait passer pour une faiblesse. Ce moment arrive à presque tout le monde, et beaucoup, au lieu de l'affronter, choisissent de détourner le regard. Peut-être crois-tu que ton occasion de te former à la finance était quand tu étais plus jeune, et qu'à présent, cela ne vaut plus la peine. Que tu as déjà pris des décisions, que tu es engagé sur un chemin, et qu'il vaut mieux ne pas revenir en arrière. Cette petite voix intérieure te dit qu'il est inutile d'apprendre maintenant, que c'est trop compliqué ou que tu ne comprendras pas. Mais cette voix, ce n'est pas de la sagesse. C'est un piège. L'éducation financière n'est pas un cours qu'on suit une fois dans sa vie et qu'on range ensuite. Ce n'est pas une étape qui s'achève avec la jeunesse, comme l'école ou l'université. Ce n'est pas non plus un privilège réservé aux économistes ou aux banquiers. C'est un processus continu, un apprentissage qui t'accompagne tout au long de la vie et qui peut et doit commencer à tout moment, même aujourd'hui. Il existe un vieil enseignement selon lequel on apprend plus des élèves que des maîtres. Pourquoi? Parce qu'enseigner et apprendre font partie d'un cycle qui ne se ferme jamais. Chaque question que tu poses, chaque nouveau concept que tu assimiles, chaque doute que tu clarifies, te connecte non seulement au savoir, mais aussi à l'humilité, à la curiosité et à la possibilité de grandir. Quand on cesse d'apprendre, on cesse aussi d'évoluer. J'ai rencontré de nombreuses personnes avec un patrimoine considérable qui n'ont plus besoin de travailler et qui pourtant continuent à lire des livres de finances, à suivre des cours, à assister à des conférences. Pas parce qu'elles ne savent rien, mais parce qu'elles comprennent que le monde change, que les outils évoluent et que le savoir est une protection constante. Des gens de 60, 70 ou même plus qui continuent à se former parce qu'ils comprennent que l'éducation financière n'a pas de date de péremption. Ce qui empêche la plupart des gens de prendre de bonnes décisions financières, ce n'est pas le manque d'argent, mais le manque de clarté. Souvent, tu as des ressources, mais tu ne sais pas comment les utiliser. Ou tu as des revenus, mais tu ne sais pas comment les faire travailler pour toi. Ou simplement, tu as peur de te tromper. Et cette peur naît presque toujours de l'ignorance, de ne pas comprendre comment fonctionnent les règles du jeu. Et donc, tu choisis de ne pas jouer. Mais le problème, c'est que même si tu ne joues pas, tu perds quand même. La clarté ne tombe pas du ciel, elle n'apparaît pas soudainement. Elle se construit avec de l'éducation, par de petites actions, des lectures, des discussions, des questions. Pas besoin d'avoir un master en finance, ni d'être un génie des chiffres. Il suffit de comprendre l'essentiel dans un langage clair, sans jargon inutile, et surtout adapté à ta réalité. Mais il y a un obstacle majeur. Le système financier veut te faire croire que tout est trop complexe. Parce que si tu penses que tu ne peux pas comprendre, que seuls les experts peuvent s'en occuper, alors tu vas tout déléguer. Tu vas payer des commissions que tu ne comprends pas. Tu vas signer des produits que tu ne maîtrises pas. Et tu vas dépendre de conseillers qui n'ont pas toujours tes intérêts à cœur. Cette complexité apparente n'est pas innocente. Elle sert le système. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir. Il suffit de savoir assez pour décider avec discernement, pour poser les bonnes questions, pour comprendre ce qu'on te propose et ce que tu signes, pour détecter ce qui ne te convient pas, même si c'est entouré de jargon technique ou de belles promesses. Tu peux commencer par le sujet que tu as le plus évité. Peut-être s'agit-il de préparer ta retraite après 60 ans ou de comprendre comment fonctionnent les obligations d'État.
Peut-être quelque chose d'aussi basique que comprendre ton relevé de pension ou ton extrait de compte bancaire. Peu importe par où tu commences, l'important, c'est de commencer. Aujourd'hui, tu as à ta disposition des outils inimaginables auparavant. Des livres, des vidéos explicatives, des chaînes spécialisées, des podcasts, des plateformes éducatives. Tu peux lire un ouvrage comme La psychologie de l'argent, regarder des vidéos YouTube avec des exemples concrets, suivre des comptes qui vulgarisent la finance. Tu peux même consulter un conseiller, mais pas n'importe lequel, un qui enseigne avant de vendre, quelqu'un qui t'aide à comprendre, qui ne parle pas en langage codé. Chaque nouveau concept que tu intègres, c'est une peur en moins. Chaque doute que tu dissipes, c'est une future décision que tu prendras avec plus de sérénité. Apprendre la finance ne te rendra pas millionnaire du jour au lendemain, mais cela fera de toi une personne plus autonome, plus lucide, plus en paix, et cela dans un monde incertain vaut plus que n'importe quel rendement. De plus, apprendre sur l'argent change ta relation avec lui. Cela t'aide à cesser de le voir comme un sujet tabou, sale ou gênant. Cela te permet d'en parler avec tes enfants, ton conjoint, tes parents, depuis un autre regard. Cela te donne des outils pour enseigner, prévenir, bâtir. Et surtout, cela t'éloigne du piège qui consiste à croire que l'argent est quelque chose d'extérieur à toi. Parce que l'argent est présent dans presque toutes les décisions importantes de ta vie. Où tu vis, comment tu travailles, quand tu prends ta retraite, ce que tu peux offrir à tes enfants, comment tu fais face aux urgences. Ce n'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est un outil de liberté ou une source de stress, selon comment tu le gères. Et bien gérer commence par comprendre, par sortir l'argent de la zone grise du « ce n'est pas pour moi » pour le ramener dans ton quotidien, à ta portée. Et cela, c'est à la portée de tous. Bien sûr, au début, cela peut être inconfortable. Tu peux avoir honte de ne pas savoir certaines choses. Tu peux tomber sur des concepts qui te semblent abstraits. Mais ce premier pas, reconnaître que tu as quelque chose à apprendre, est en soi un acte de sagesse. Car l'apprentissage commence quand on cesse de faire semblant de tout savoir. Et je te le garantis, il n'est jamais trop tard, jamais. Il y a des gens qui ont commencé leur éducation financière à 40, 50, même 70 ans, et qui ont complètement transformé leur vie économique. Des gens qui sont passés de la confusion au contrôle, de la peur à la croissance, de l'inertie à l'action. Les personnes financièrement libres ne le sont pas parce qu'elles savent tout. Elles le sont parce qu'elles continuent d'apprendre, parce qu'elles savent que le monde change, les marchés évoluent, les lois se modifient, les opportunités apparaissent et disparaissent, et qu'être informé n'est plus une option, mais une nécessité. Alors si, jusqu'à présent, tu as évité d'apprendre sur l'argent par honte, par insécurité ou parce que tu te crois trop vieux, c'est le moment de commencer. Doucement, sans pression. Choisis un livre, une vidéo, un thème. Consacre 20 minutes par jour. Pose des questions. Prends des notes. Partage tes doutes. Entre dans le cercle vertueux de l'apprentissage continu. Non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui dépendent de tes décisions. Car chaque pas dans ton éducation financière est une couche de protection, de stabilité et de liberté. Et même avec tout ce savoir, avec cet apprentissage continu, avec cette clarté naissante, il existe encore un dernier piège. Un piège capable de ruiner tous tes efforts si tu ne le détectes pas à temps. Un piège qui se déguise en vertu, en générosité, en bonne intention, mais qui, mal géré, peut freiner totalement ta progression financière. Piège numéro 7. Ne pas laisser un héritage clair. C'est un sujet que l'on évite souvent, non pas parce qu'il est particulièrement compliqué, mais parce qu'il est inconfortable. Parler de la mort n'est jamais agréable. Faire face à sa propre disparition, encore moins. Et pourtant, c'est l'une des conversations les plus importantes que nous devrions avoir. Que deviendront tes biens, ton épargne, tes investissements, ton logement, ton entreprise, ton histoire financière, quand tu ne seras plus là? Beaucoup de gens répondent à cela par des pirouettes. Mes enfants s'en occuperont. À ce moment-là, cela m'importera peu. Qu'ils se débrouillent entre eux. Mais cette attitude,
loin d'être neutre, est déjà une décision en soi. Car si ce n'est pas toi qui laisse un plan, quelqu'un d'autre décidera à ta place. Et dans la majorité des cas, ce quelqu'un, ce sera l'État. Par le biais de règles générales qui ne connaissent ni tes volontés, ni tes valeurs, ni l'histoire derrière ton effort. Le résultat n'est pas seulement une perte de contrôle, mais souvent de la douleur inutile pour tes proches. Longues procédures judiciaires, héritiers en conflit, litiges, frais imprévus, patrimoine mal réparti, décisions majeures prises sans repère ni conseil. Ce que tu as construit pendant des années avec discipline et amour peut se dissoudre en quelques mois si tu ne laisses pas un héritage clair. Dans certaines cultures, laisser un héritage n'est pas une option, mais un devoir moral et spirituel. Car il ne s'agit pas seulement d'argent ou de biens, mais aussi de transmettre qui tu étais, ce que tu défendais et comment tu souhaites que ces valeurs perdurent. Une idée traverse de nombreuses traditions sages. L'argent ne doit pas seulement t'aider de ton vivant, il doit aussi continuer à être utile après toi. Pas comme un fardeau, mais comme un outil de continuité. Quand on parle d'héritage, il ne s'agit pas uniquement de rédiger un testament, c'est le minimum, l'aspect technique. Ce qui compte vraiment, c'est de laisser des instructions claires, des principes définis, une structure qui évite les conflits et reflète tes véritables intentions. Car quand il n'y a pas de plan, c'est le chaos qui prend la place. Et le coût n'est pas seulement financier, mais aussi émotionnel, humain, familial. Les chiffres sont inquiétants. Plus de 60% des gens n'ont pas de testament. Et beaucoup de ceux qui en ont un l'ont rédigé il y a des années, sans le mettre à jour après des événements importants. Naissance, décès, divorce, achat, déménagement. Cela signifie que des millions de familles se retrouvent perdues à la mort d'un proche. Le deuil se mêle à la confusion, aux démarches administratives, à l'incertitude et souvent à des conflits qui brisent des liens à jamais. Pensons un instant à l'impact réel de cette omission. Des enfants qui se disputent une maison, des conjoints découvrant des dettes inconnues, des partenaires de vie sans droits légaux, des successions bloquées pendant des années, des patrimoines dilapidés en impôts par manque de planification. Tout cela peut être évité si des décisions sont prises de ton vivant, mais cela demande d'assumer la responsabilité. Le plus basique est relativement simple. Rédiger un testament avec l'aide d'un avocat, désigner un exécuteur testamentaire, une personne de confiance chargée d'appliquer tes volontés, et consigner toutes tes informations importantes, comptes, mots de passe, contacts clés, documents. Cela inclut compte bancaire, investissement, assurance, biens immobiliers, participation dans des entreprises et même actifs numériques. Aujourd'hui, il existe des plateformes et services qui simplifient ce processus, le rendent accessible, rapide et sécurisé. Il n'est plus nécessaire de passer par des procédures longues ou coûteuses. Tu peux même prévoir des structures successorales plus avancées si ton patrimoine le justifie. Fiducie, donation de ton vivant, mandats notariaux, testament de vie. Tout dépend de ta situation personnelle, mais le principe reste. Ne pas laisser ton histoire économique au hasard. Et cela ne concerne pas seulement l'aspect juridique. Il y a aussi une dimension émotionnelle et éthique, souvent négligée. Ton héritage ne devrait pas se limiter à une liste de biens et de bénéficiaires. Tu peux, et tu devrais, aussi transmettre qui tu es, ce qui t'importe, qui tu veux aider, quelle cause tu soutiendrais même après ton départ, quelles leçons tu as tirées de ton parcours financier, quels choix tu referais et quelles erreurs tu éviterais. Cette dimension personnelle ne fait pas qu'enrichir l'héritage, elle le rend vivant, elle en fait une histoire qui continue. Tu peux écrire une lettre, enregistrer une vidéo, ou simplement laisser des instructions accompagnées de messages personnels. Pas pour contrôler, mais pour guider, inspirer, protéger. Certains pensent qu'un testament émotionnel est excessif, mais en réalité, c'est l'un des gestes les plus généreux que tu puisses faire pour ceux que tu aimes. Cela leur donne du contexte, leur épargne des décisions lourdes et les relie
à ton histoire. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de guider, de semer une graine, de laisser une carte, un message, quelque chose qui parle pour toi quand tu ne seras plus là. Car ton économie ne s'arrête pas avec toi. Ce que tu as fait avec ton argent, comment tu l'as utilisé, ce que tu laisses derrière, fait partie de ton histoire. Et toi seul peux décider comment elle continue. Pense aussi aux valeurs que tu veux transmettre. Si tu as travaillé toute ta vie pour épargner, investir prudemment, aider ta famille, ne serait-il pas logique que cet effort continue à bâtir plutôt qu'à diviser? Si l'éducation te tient à cœur, pourquoi ne pas créer un fonds d'études? Si tu valorises la solidarité, pourquoi ne pas mettre en place un don régulier à une cause? Si tu veux que tes enfants gèrent l'argent intelligemment, pourquoi ne pas leur expliquer tes principes, ta logique? On croit parfois que l'héritage est réservé aux riches. Ce n'est pas vrai. Toute personne qui a accumulé quelque chose, un appartement, une voiture, une épargne, un compte, une histoire, a un héritage qu'elle peut et doit organiser. Peu importe la taille du patrimoine, ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle il est transmis. Et ce n'est pas seulement pour ce que tu laisses, mais pour éviter que cela devienne un problème. J'ai vu des petits héritages déclencher des conflits familiaux qui ont duré des années, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des parents, pourtant bien intentionnés, qui ont laissé des dettes ou des structures inadaptées. Tout cela est évitable. Mais cela demande d'agir dès maintenant, et il faut aussi penser au numérique. Aujourd'hui, beaucoup de tes biens sont dans le cloud. Comptes d'investissement en ligne, portefeuille crypto, plateformes de paiement, abonnements, réseaux sociaux. Qui y aura accès si tu meurs demain? Comment sauront-ils ce qu'il y a, où c'est et quoi en faire? Le patrimoine numérique fait aussi partie de ton héritage et il devient de plus en plus important. Un autre point essentiel, mettre le plan à jour. Le testament, les comptes, les messages doivent être révisés tous les quelques années. Ta vie change, tes relations aussi. Des enfants naissent, des biens s'ajoutent, les lois évoluent. Il ne suffit pas de le faire une fois et de l'oublier. Laisser un héritage clair implique aussi de le maintenir vivant et pertinent. Parce qu'il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit des personnes que tu aimes, de les protéger contre la confusion, le conflit, la charge émotionnelle que représente le fait de gérer des démarches et décisions sans repère. Il s'agit de préserver ton histoire, ton effort, tes valeurs. Et si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas grave. Tu es encore à temps. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Faire une liste de tes actifs, créer un inventaire de base, noter tes mots de passe importants, consulter un avocat ou simplement partager ton intention avec une personne de confiance. Chaque pas dans cette direction est un acte de soin, d'amour et de responsabilité. Souviens-toi, ton patrimoine n'est pas juste de l'argent, c'est une partie de ton identité. C'est ce que tu as construit, ce que tu as défendu, ce que tu as accompli. Et personne mieux que toi ne peut décider comment cette histoire doit se poursuivre. Ne laisse pas d'autres écrire ta version sans te connaître. Clôture, un chemin plus clair, un choix plus conscient. Ces 7 pièges que nous avons explorés ne sont pas des théories lointaines ni des avertissements vides. Ce sont des réalités quotidiennes, silencieuses, parfois imperceptibles, mais profondément influentes. Tous, à un moment ou à un autre, nous sommes tombés dans l'un ou plusieurs d'entre eux. Non par négligence, mais parce que le système est conçu ainsi, pour nous distraire, nous pousser à consommer automatiquement, nous isoler, nous convaincre qu'il est trop tard, ou que ce n'est pas pour moi. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que ces pièges ne sont pas inévitables. Ils sont courants, oui, mais aussi évitables, si vous apprenez à les voir, si vous vous formez, si vous vous entourez des bonnes personnes et si vous prenez des décisions délibérées. L'essentiel n'est pas de mener une vie financière parfaite, cela n'existe pas, mais de développer une conscience. Commencez à identifier les schémas, à vous poser des questions plus profondes et à choisir avec plus de clarté. Parce qu'il y a des personnes qui construisent leur richesse non pas tant grâce à ce qu'elles font, mais grâce à ce qu'elles choisissent consciemment de ne pas faire.
Elles n'augmentent pas leur niveau de vie à chaque fois qu'elles gagnent plus. Elles ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Elles ne laissent pas les intérêts élevés s'accumuler. Elles n'achètent pas pour apaiser leurs émotions. Elles ne marchent pas seules. Elles ne cessent jamais d'apprendre. Elles ne laissent pas le sort décider de leur héritage. Derrière ces choix se cache plus qu'une stratégie financière. Il y a de la sagesse. Et cette sagesse est à votre portée. Elle ne demande ni diplômes universitaires, ni millions en banque. Elle exige simplement un choix conscient, sortir du pilote automatique et commencer à considérer vos finances comme une extension de votre vie, de vos valeurs, de votre histoire. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais avec intention. Ce n'est pas une question de privation, mais de priorité. Parce qu'en fin de compte, l'argent ne définit pas qui vous êtes, mais il peut influencer fortement la manière dont vous vivez, la tranquillité avec laquelle vous dormez, la liberté avec laquelle vous prenez vos décisions, la façon dont vous prenez soin de vos proches. Maintenant que vous connaissez ces 7 pièges, je vous invite à faire le pas suivant. Mais pas tous en même temps. Choisissez-en un seul. Peut-être celui qui a le plus résonné en vous, ou celui que vous avez le plus de mal à admettre. Peut-être celui que vous repoussez depuis des années, ou celui dont vous savez qu'il pourrait libérer beaucoup d'énergie si vous l'affrontiez aujourd'hui. Avant de partir, dites-moi, lequel de ces 7 pièges allez-vous affronter en premier? Commentez avec un 1 et dites-moi lequel vous allez éviter dès aujourd'hui. Je lis tous vos messages et j'aime beaucoup découvrir l'expérience de chacun, parce que même si l'argent est un sujet intime, partager ce que nous apprenons peut être un acte de grande générosité. Et si ce contenu vous a été utile, s'il vous a aidé à voir quelque chose que vous ne voyiez pas avant, s'il vous a inspiré à faire un petit pas, partagez-le. Pas par obligation, mais parce que la connaissance financière, tout comme les valeurs durables, se transmet. Ce que vous apprenez et appliquez aujourd'hui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent, famille, amis, enfants, collègues. Parce que l'exemple est contagieux et l'éducation, lorsqu'elle est partagée, se multiplie.